Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Business Class, l'émission économique du groupe La Semaine. Nous enregistrons aujourd'hui un nouveau numéro, ça se passe toujours dans la magnifique salle Lyoté de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. J'en profite pour remercier la Chambre et son président François Pellissier, ainsi que nos deux autres partenaires qui rendent cette émission possible, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision qui rendent l'enregistrement de cette émission possible. Émission que vous pourrez retrouver sur notre site web lasemaine.fr, sur nos plateformes de podcast, sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous rappeler que Business Class fera l'objet d'un retour presse dans l'hebdomadaire La Semaine de jeudi prochain, ainsi que dans le prochain mensuel Éco Grand Est. Voilà, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau Charles Coulombeau, le chef étoilé. Bonjour Charles. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ça va, merci. Bien installé, heureux d'être avec nous ? Oui, très content. Bon, merci. Alors on peut rappeler tout de suite que vous exploitez le restaurant La Maison dans le Parc, c'est l'étoilé de Nancy. Il y a aussi d'autres établissements, un food truck et puis deux restaurants à Metz, au centre Pompidou plus précisément, Yozora et puis Oumé. Donc Yozora, un restaurant gastronomique et Oumé, plutôt de la restauration bistronomique. On y reviendra. Mais évidemment, j'ai la chance d'avoir un chef étoilé face à moi, donc je ne peux pas résister. Une petite recette, peut-être qu'on pourrait faire direct, une petite recette. facilement chez nous pour impressionner les convives, mais facile. Hein. Oui, facile. Avec les fêtes qui arrivent, on peut faire une recette de foie gras. Alors, il y a de beaux élevages dans la région, là, dans la Meuse notamment. D'accord. Il y a la ferme des Saturnins avec qui on travaille de temps en temps. Donc, on prend un beau lobe de foie gras qu'on peut acheter en grande surface, cru. Et à côté de ça, on prépare un vin chaud, donc comme on le ferait traditionnellement. Donc on fait bouillir un petit peu de vin, un petit peu de sucre, un peu de cannelle, un peu de badiane, quelques zestes d'orange. On le fait bouillir. Une fois qu'il a bouilli et qu'on a bien assaisonné notre foie gras avec un petit peu de sel, donc on l'a gardé entier. On met le foie gras dedans, on sort le vin du feu, on le filme, on le laisse refroidir toute la nuit à température ambiante, c'est important. Et en fait, le choc thermique entre le foie gras et la chaleur du vin va créer un bel équilibre de cuisson et on va avoir un beau foie gras poché. Donc ensuite, quand il est bien refroidi le lendemain, on le taille en tranches. Ça fait une belle tranche avec une belle couronne pourpre de la couleur du vin. Et ça, on peut la servir tiède ou chaude, même la repoêler après. Et c'est très bon, c'est très simple, voilà. C'est très dur à rater. Voilà, très dur à rater, même s'il faut dénerver le foie gras quand même. Alors déveiner, ce sont des veines, pas des nerfs. Ouais, okay. Déveiner le foie gras, alors ça on peut demander à notre commerçant et puis ça s'achète aussi déveiné. Voilà. Mais sinon c'est pas très difficile, il faut laisser le foie un peu à température qui se réchauffe un petit peu. Et puis après avec une petite pince ou avec la pointe d'un couteau, on va aller chercher le réseau de veines et puis il y a juste à tirer, c'est très simple. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Qu'est-ce qu'on boit ? Un petit verre de vin rouge, un peu de la même veine que celui qu'on a utilisé. Ça peut être un Côte-du-Rhône ou quelque chose comme ça, sans problème. Et pour faire un bon vin chaud, il faut du bon vin. Voilà, ne pas croire qu'en rajoutant du sucre et en prenant un vin de mauvaise qualité, on arrivera à avoir un bon vin chaud. C'est une erreur, il faut acheter du bon vin. Voilà. Merci pour tous ces bons conseils. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, parce que la cuisine, finalement, c'était pas inné. Alors inné, c'était pas un premier choix en tout cas. Voilà, comme toute jeune adolescent, on va dire, j'étais un peu pas perdu, mais j'avais pas spécialement de vocation particulière. Ayant des habilités en sport et ayant fait beaucoup de basket, je me suis orienté un peu de manière rêveuse dans cette voie-là. Le but c'était de devenir professionnel ? Non, c'était pas. Mais bon, voilà, si j'avais pu vivoter un petit peu avec ça quelques années, ça aurait été bien. En même temps, je suivais une filière économique. Un accident avec un mauvais usage de la main me vaut une fracture du métacarpe, donc je me retrouve plus de 3 mois sans écrire. J'étais pas alité non plus, je pouvais toujours vivre, et je suis certain qu'avec un petit effort supplémentaire, j'aurais quand même pu écrire. Mais j'ai complètement lâché, et à l'époque, j'avais dans mon équipe de basket un jeune qui était au lycée hôtelier de Biarritz. Et donc je me dis pourquoi pas, plutôt que de redoubler, qui était pour moi un échec. Et comme j'ai toujours un peu cette veine de compétiteur, je me voyais mal
me réengouffrer dans la même voie sans vocation ou sans but particulier. Donc je suis parti au lycée hôtelier un peu par curiosité. J'ai commencé par de la salle, j'ai fait 2 mois de salle. Je me rappellerai toute ma vie le premier client que j'ai servi, c'était dans une petite gargote, un petit bouillon pas très loin de chez mes parents à Mont-de-Marsan. J'avais oublié de mettre les couverts, donc il est venu me chercher jusqu'aux offices parce qu'il n'avait pas de couverts pour manger. Voilà. Et je m'en souviens très bien, parce que c'était le seul client du restaurant. Et c'était un restaurant qui était complètement à l'abandon, donc c'était une catastrophe. Je nettoyais les jantes de la voiture du patron avec une brosse à dents, j'ai nettoyé sa terrasse, enfin je faisais tout sauf de la cuisine. Il m'a envoyé en espionnage industriel chez un concurrent, en chemisette et short pour que je prenne le menu du jour, des photos et que je lui explique pourquoi le restaurant d'en face était rempli et le sien était vide. Donc j'ai dit que c'était déjà l'accueil qui était de meilleure qualité et que la cuisine était aussi meilleure, et comme j'étais un peu brut de décoffrage, c'est pas forcément très bien passé. Et j'ai compris que bon, la salle, pardon, c'était pas vraiment pour moi, et puis je lorgnais un petit peu sur ce qui se passait en cuisine parce que ça me plaisait bien et que je suis issu d'une famille où on cuisine beaucoup. Le week-end, la semaine, voilà, mes parents qui travaillaient beaucoup prenaient toujours le temps quand même de nous cuisiner des choses. Le week-end, c'était toujours des repas classique français, la blanquette, le pot-au-feu, toutes ces choses-là que mon père nous préparait. Et puis la semaine, c'était ma mère avec des choses plus simples, des endives, des choses tout aussi cuisinées, mais voilà, plus accessibles. Et donc je me suis lancé là-dedans. Après, je fais un premier stage donc, dans un 2 étoiles chez Jean Cousseau à Magescq, donc pas très loin de Dax. Et là, tout de suite, je me prends au jeu, une brigade de 35 cuisiniers. On n'était que des jeunes mecs, la cuisine était en effervescence en permanence, tout le monde se foutait sur la tronche, mais je sentais qu'il y avait un truc qui me plaisait dans tout ça. Alors il y avait une rigueur militaire, c'est-à-dire que quand le chef tapait du main sur le passe, c'était fini, quoi. Tout le monde retournait à sa place, on mettait nos toques, on était les mains dans le dos, on n'avait pas le droit de parler pendant le service, on attendait que les bons tombent, et quand les bons tombent, c'était la folie. On présentait le saumon de l'Adour, qui est un produit vraiment typique de la région et qui est incroyable. Et Jean Cousseau, en plus, avait toujours le premier saumon de l'Adour qui était pêché, donc il y avait tout un cérémoniel avec ça. Et quand il annonçait au micro « Allez chercher la bête », on se jetait tous au frigo pour aller chercher le saumon qu'on présentait en salle. Et moi, j'essayais déjà d'avoir un peu une longueur d'avance à l'époque, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher, je le rangeais, et quand je le rangeais, je le cachais. Et donc comme ça, je pouvais aller tranquillement le chercher et faire un peu le faillot et être celui qui trouve le saumon. Et donc voilà, ça c'est des bons souvenirs. Voilà, c'était un univers assez dur. Je pense que ça s'est un peu adouci maintenant, ce qu'on voit, mais ça m'a plu parce qu'en plus à l'époque j'avais besoin d'être un peu encadré. J'étais un peu turbulent et ça m'a fait du bien d'arriver là-dedans. C'est-à-dire qu'on négociait pas, quoi. C'était pas oui mais, c'était oui. Oui, la cuisine c'est la rigueur, hein, quand même. Alors oui, la cuisine ça peut être de la rigueur, pas que, mais moi ma perception que j'en ai et ce qui me plaît justement, c'est cette rigueur, cette discipline. Et ça, j'en parle souvent avec les jeunes qui travaillent avec moi. C'est que la rigueur va prendre le relais quand la motivation est un peu manquante. C'est-à-dire quand on est fatigué, parce qu'on est toujours fatigué. Il n'y a pas de les gens, je suis fatigué, bah oui, mais en fait, si tu arrêtes de le dire, déjà, tu es un peu moins fatigué. C'est comme quand on a mal aux dents, j'ai mal aux dents, bah oui, bah, tu as encore plus mal aux dents. La fatigue, il faut l'accepter, il faut l'embrasser. On est fatigué, pourquoi ? Parce qu'on est toujours debout. Dans la cuisine, il y a un vrai engagement physique. On a les mains dans le froid, dans le chaud, on se coupe, on se brûle. Moi, ça m'est arrivé de me brûler les cils. Je me coupe, j'ai presque une dizaine de points de suture sur les doigts. J'ai des marques partout, des brûlures sur les avant-bras, etc. Je me suis déjà vu un gars se mettre un coup de couteau dans la cuisse en désossant un agneau. Enfin, c'est des métiers où, voilà, il faut. Moi, je fais de la musculation pas pour avoir un corps de dieu grec. Je le fais parce qu'il y a un usage ergonomique aussi à ça. J'ai énormément musclé mon dos parce qu'à un moment j'avais très mal au dos. Et puis je me suis rendu compte qu'en musclant le dos, on musclait aussi d'autres parties du corps, etc. Donc il faut prendre soin de son corps, il faut une bonne hygiène de vie. Voilà, faut pas non plus vivre comme un moine, mais les brigades remplies de mecs qui font que la fête, il y a un moment, ça se voit aussi dans un aspect autre de l'expérience. Ça se voit en salle, si les serveurs sont tout le temps bourrés, ça se voit parce qu'ils sont maladroits, ils sont mauvais, ils sont grognons, ils sont irascibles. Et en cuisine, c'est pareil. Bon, voilà. On boit toujours une petite bière après le service quand on peut, mais bon, il faut. Voilà, nous on est fermé le dimanche. Fermer le dimanche, c'est aussi derrière induit, les gars, si vous voulez faire la fête, faites la fête le samedi soir, quoi.
Donc voilà, on a beaucoup de jeunes, la moyenne d'âge doit être de 22 ou 23 ans, hein, sur l'ensemble des équipes, on est plus de 70. On reviendra hein, sur les équipes là. Pour finir peut-être sur la formation, ensuite vous allez aussi dans d'autres pays. Hein. Sur la formation, donc je fais mon bac techno à Biarritz, ensuite je fais un apprentissage au Pays Basque. Ouais. Donc je passe 2 ans chez Frère et Barbour, qui sont étoilés aussi. Ensuite, je pars dans les Landes. Mon objectif, c'était toujours d'aller là où je pensais que l'apprentissage pouvait être le meilleur, c'est-à-dire j'aimais Biarritz parce que j'y vivais. Toujours chez des étoilés? J'étais toujours, ouais. Alors c'est pareil, je pense qu'une fois qu'on intègre le sport professionnel, on n'a pas forcément envie de retourner jouer en réserve. Donc je suis resté à Biarritz, je cherchais le meilleur restaurant de la région, donc je suis allé chez les Frères et Barbour, qui est une institution. Après, j'aimais les Landes parce que mes parents y vivaient, je trouvais ça plus simple pour moi. Donc j'ai cherché le meilleur restaurant dans les Landes, donc c'est là où je suis parti chez Michel Garard pendant presque 3 ans, qui a 3 étoiles. Ensuite, quel était le meilleur restaurant de France à l'époque? Alors bon, c'est pas tout à fait le raisonnement que j'ai eu à ce moment-là, mais donc j'ai regardé pour aller chez les Frères Trois Gros, j'ai regardé pour aller chez La Meloise, qui a 3 étoiles aussi en Bourgogne. Donc mon choix s'est arrêté vers cette destination-là, où j'ai fait plus d'1 an à la viande. Après plus de 2 ans au poisson, c'est-à-dire que quand j'étais chez Michel Garard, je suis resté vraiment 2 ans au poisson, presque 1 an à la cheminée. Il y avait un poste. Il y a plusieurs postes, hein. C'est vrai qu'on peut peut-être. Donc la brigade, elle se divise voilà en plusieurs postes. D'une maison à l'autre, ça change, hein, selon aussi la cuisine qui est proposée par le chef. Donc il y a l'entremétier qui s'occupe de certaines entrées chaudes, des garnitures. Il y a le poisson, la viande, la pâtisserie, les entrées froides. Voilà, donc c'est assez riche. Et en fait, quand on est cuisinier, c'est ça que les gens réalisent pas toujours. Enfin, quand on est un cuisinier complet, en tout cas, on est aussi poissonnier, boucher, pâtissier, charcutier. Voilà, tous ces corps de métier s'imbriquent dans cette formation-là. Donc ça, il faut pas l'oublier. Il y a beaucoup, par exemple, de cuisiniers qui omettent complètement la pâtisserie. Qui s'y intéressent pas et c'est généralement des restaurants dans lesquels on verra une dissonance entre la qualité du dessert et du plat parce qu'ils sont obligés de recruter quelqu'un, de recruter un chef pâtissier. Et moi, j'ai jamais eu de chef pâtissier dans mes brigades et j'en veux pas parce que je veux être aussi au contrôle de ce qu'on fait en pâtisserie. J'ai pas envie de parler avec un client d'un dessert dont je suis pas à l'origine parce que les gens viennent aussi pour ma cuisine. Alors c'est peut-être un peu des fois égoïste, ça peut être perçu comme une forme d'égoïsme de voir ça comme ça, mais ce que je veux moi c'est une cohérence sur toute l'expérience. Je veux que la sensibilité soit la même du canapé à la dernière mignardise. Ça on peut bien sûr le partager avec ses équipes, hein. C'est des moments de création qu'on a ensemble, des échanges, soumettre une problématique technique qu'on n'a pas réussi à résoudre, travailler ensemble avec des gens qui ont d'autres backgrounds et d'autres expériences. Donc ça, les moments de création, c'est toujours des moments qui sont riches. Ensuite, je suis parti en Angleterre pendant 4 ans. Une expérience qui était pour moi très enrichissante parce que bien sûr, maintenant je suis parfaitement bilingue, donc ça m'a ouvert les portes du monde. J'ai fait plusieurs concours de cuisine là-bas, certains que j'ai complètement ratés, qui ont été, je pense, un moteur aussi pour réussir les prochains. Il y en a certains que j'ai tellement ratés que ça m'a mis dans une rage folle. Et les autres, en fait, je me suis entraîné complètement à outrance, c'est-à-dire que quand je me suis préparé pour le Tétinger, par exemple, que j'ai remporté pour l'Angleterre et ensuite la finale internationale, j'ai fait 17 fois la recette avec 17 personnes différentes, parce que le jour du concours, on a un commis choisi au hasard avec nous. 17 personnes différentes, dans 4 lieux différents. J'ai fait des fois des shifts de 32, 34 heures où j'étais en cuisine sans me laver, sans me changer, rien. J'arrivais à 8 heures, je repartais le lendemain à 15 heures parce que je m'entraînais la nuit. En parallèle de ça, j'étais aussi chef d'un restaurant, donc il fallait que je cuisine. Donc ça, c'était des expériences extrêmement intenses. Il n'y a pas beaucoup de corps de métier où je pense qu'on puisse vivre des choses comme ça. Il faut être un compétiteur dans l'âme. Pas forcément, mais l'approche que j'ai moi de la cuisine. En tout cas, votre approche. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Les autres, j'ai pas de. Voilà, je respecte tous les autres cuisiniers. Je respecte tous les gens qui travaillent dur. Voilà, après. Il y en a qui prennent des raccourcis, s'ils veulent prendre des raccourcis, tant mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous travaillez très dur, avec des journées à rallonge. Oui, mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, les pilotes de ligne, quand ils partent 36 heures et qu'ils font de longs courriers en 36 heures, quand un chirurgien opère pendant 7 heures d'affilée, ou un tatoueur qui tatoue 10 heures d'affilée, voilà, tout le monde a ses problématiques. Moi, c'est pas ce que je mets en avant dans mon métier, c'est pas ça. C'est des journées qui sont riches, on n'a pas de routine, on vit toujours des journées différentes. Parce que les produits sont toujours différents, les clients sont toujours différents, les demandes, les menus, voilà, il y a toujours de nouveaux événements, de nouvelles problématiques aussi.
Donc c'est des métiers qui sont... les journées, c'est sûr. Moi, j'arrive, je me lève à 4h45 le matin, je suis à 6h en cuisine, je rentre chez moi, il est 23h. Bon, bah, c'est sûr, j'en ai eu pour mon salaire, quoi. C'est une bonne journée, je rentre, bon, bah, je m'éternise pas, quoi. Hein. Je mange un morceau, je regarde la télé, je fais un peu de sport quand j'en ai encore un peu dans les cannes. Mais sinon, voilà, c'est comme ça, c'est mon quotidien. Mais en même temps, on travaille que 4 jours par semaine. On va y revenir aussi. Donc ça répond aussi à cette problématique-là, où on est à l'écoute des enjeux sociétaux et de ce qui se développe, quoi. Voilà, donc l'Angleterre, 4 ans. Au milieu de l'Angleterre, il y a une pause de 6 mois parce qu'on refait complètement le restaurant et la cuisine. Donc l'établissement est fermé. Donc c'est à ce moment-là que je pars au Japon. Plusieurs mois, donc via le réseau Relais Château, qui est une chaîne, un groupe de restaurateurs de prestige, dans lequel j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs restaurants, 4 ou 5 je crois au total. Et donc j'utilise ce réseau-là pour partir au Japon. Donc je prends la liste des 22 relais châteaux japonais, j'envoie mon CV, je dis que j'ai pas besoin d'être payé, je veux juste être logé et nourri. Donc le premier qui a répondu, forcément là on lance une canne dans un aquarium, quoi. Donc bon, le premier qui a répondu, c'est là qu'on est parti. Pour quelques mois, donc voilà, une cuisine où personne ne parlait ni anglais ni français. Donc bon, bah là il faut parler avec les mains, quoi. On n'avait pas encore tout à fait les mêmes outils de traduction qu'aujourd'hui, donc bon, on traduisait pas, on faisait voir, on se tirait sur le bras pour s'appeler, on faisait voir avec la main. Moi, au moment où on me tenait la main pour faire bouger les poils, bon voilà. Mais voilà, avec beaucoup d'humilité. Là-bas, le développement de carrière est très différent de ce qu'on a en France. Hein. Ils avaient beaucoup de mal à concevoir, parce qu'à l'époque j'avais 27 ans, que je puisse être chef d'un restaurant, c'est impossible. Pour eux, enfin, je veux dire, l'apprentissage prend tellement de temps, donner sa confiance, donner des responsabilités, c'est un processus qui est extrêmement long, hein, au Japon. Moi j'ai envoyé un de mes cuisiniers qui était avec moi en Angleterre, là-bas, qui était très timide, passionné par le Japon, il n'aurait jamais eu le courage d'y aller. Je lui ai dit, bah écoute, je connais des gens là-bas qui m'ont accueilli à l'époque. Si tu veux aller tenter ta chance, tu fais 1 an. Là, ça fait 6 ans qu'il est là-bas. Il est parfaitement bilingue, il s'est complètement ouvert, mais il est toujours au même poste. Il fait toujours les mêmes choses. Bon bah voilà, parce que la chaîne hiérarchique est telle. La même évolution. Il travaille avec des cuisiniers qui ont 60, 65 ans. Il y en a un qui a 68 ans, quoi. Alors que nous, bon bah voilà, encore une fois, moi je regarde à gauche, il y a quelqu'un qui a 15 ans, et puis à droite, il vient d'avoir 19 ans, quoi. Donc je suis un peu le pont entre l'école et la vie adulte, entre guillemets, si on a beaucoup de jeunes adultes. Donc moi, ma manière de manager, elle doit aussi être flexible, et c'est une espèce de paternalisme, un soft paternalisme. C'est-à-dire que bon, les gars, je leur dis les choses, voilà, on est en cuisine, on peut prendre des fois quelques raccourcis dans notre manière de parler. Moi, ça j'y tiens, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un milieu qui est aseptisé. On n'est pas voilà, oh ma chère Martine, est-ce que tu pourrais me passer le persil? Bah des fois c'est on voit le persil et puis on fait comme ça parce qu'on est pressé. Et puis voilà, mais c'est le jeu, c'est le sport, ça c'est le jus du service, quoi. Enfin, voilà, moi mais encore une fois, on le fait avec beaucoup de respect. On se parle pas comme des chiens. Moi, je suis intransigeant avec ça. Les mecs qui se prennent la tête entre eux, je les prends par le col, je les mets dans le bureau et puis c'est moi qui me prends la tête avec eux. Voilà, il y a aucune forme de violence quelle qu'elle soit, parce que voilà, ça n'a pas sa place dans un lieu comme ça où on est en train de créer un moment. C'est le lieu du restaurant comme moi je l'imagine. C'est ce lieu de paix où on vient s'asseoir, passer un moment unique, que ce soit un repas d'affaires qui, bon, des fois sort un petit peu de ce contexte-là, mais un jeune couple qui a économisé 6 mois pour s'offrir un bon repas chez nous, quelqu'un qui vient tous les vendredis, quelqu'un qui vient fêter un anniversaire, un mariage, etc. C'est des moments que nous, on essaie de rendre uniques. Et notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de ça, encore plus avec l'étoile, mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Bien sûr, on va y revenir. On a cette responsabilité-là vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la ville, parce qu'on est le seul restaurant étoilé. Alors peut-être, justement, on peut reprendre le fil. À 27 ans, à 27 ans, vous ouvrez la maison dans le parc. Alors, la jeunesse, c'est pas tout à fait ça. Alors, revenons sur la jeunesse, de l'ouverture de la maison dans le parc, le premier étabbissement. L'aventure en Angleterre se termine au moment du Covid, c'est-à-dire que je viens juste de remporter le prix Tétinger. Je reçois, je pense, une trentaine d'offres d'emploi en France pour me faire revenir, parce que j'ai pas gagné pour la France, j'ai gagné pour l'Angleterre, parce que chaque participant représente son pays dans lequel il travaille. Donc, je reviens au moment du Covid, donc on m'avait promis Monts et Merveilles dans un endroit lointain dans le sud de la France, et ça s'est pas fait au dernier moment, sauf que dans mes valises j'avais pris une partie de ma brigade
qui était avec moi en Angleterre. Donc je me retrouve un peu sans le sou alors que j'avais tout, c'est-à-dire j'avais un très bon poste, j'étais très bien payé, je venais de gagner un concours prestigieux de cuisine. Et donc je me retrouve dans la maison de jardin chez mes parents à Mont-de-Marsan, confiné à 27-28 ans. Donc c'est pas forcément un moment, bon, j'ai peaufiné mon bronzage, mais ça m'a permis de retaper mes recettes, ça m'a permis de me remettre bien à flot, parce que bon, encore une fois, quand on est pris dans le rythme de la vie, il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc voilà, j'ai informatisé beaucoup de procédés que j'avais mis en place en Angleterre, donc ça m'était très bénéfique. Et donc on s'inscrit sur beaucoup d'agences de recrutement. Un chasseur de tête vient nous solliciter, qui a été mandaté par la famille Mutel, donc qui était propriétaire du restaurant La Maison dans le Parc à l'époque. Donc on fait la grande diagonale, Mont-de-Marsan, Nancy, je crois que c'est 1100 km à peu près, à peu de choses près. Donc on vient voir une première fois, ça se passe bien. On revient une deuxième fois, on décide de poser nos bagages ici. Et puis après, tout s'enchaîne très vite. Deuxième confinement. Donc parce que c'est une aventure de couple. C'est ça, ouais. Donc avec Roxane, on a repris l'affaire ensemble. On a toujours travaillé ensemble. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Donc on a toujours investi ensemble. Alors je suis toujours un petit peu entre guillemets, à l'origine du projet. C'est-à-dire que Roxane, pour elle, elle est très bien dans ce cas-là. Mais moi, j'ai toujours envie de plus. J'ai toujours été comme ça. On a encore d'autres projets d'ouverture. En 4 ans, 4 établissements, et puis un enfant aussi accessoirement, ce qui occupe autant qu'un restaurant bien rempli. Mais moi c'est ma personnalité aussi. J'ai besoin de ce feu. J'ai besoin que ça bouge, que ça court dans tous les sens. Donc on rachète le restaurant à la sortie du deuxième confinement. Donc on fait le confinement à Nancy, une ville qu'on connaît pas, où on connaît personne. Donc c'est pas idéal. On fait un petit peu de vente à emporter parce qu'on était à l'époque salarié de la Maison dans le Parc en tant que futur repreneur. Un petit peu de vente à emporter. Donc moi je commençais un peu à ronger mon frein parce que les gens me découvraient à travers des boîtes en carton. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Et justement ça, je pense encore une fois, ça a été un bon moteur pour mettre les bouchées doubles quand on a réouvert réellement en juillet 2021, le moment où on rachète. Donc pour la première fois, je suis chez moi parce que j'ai toujours été dans d'autres structures, toujours des hôtels-restaurants en plus. Donc pour la première fois, juste un restaurant. Et je me disais, c'est que ça, c'est bien. Il n'y a pas de room service. La nuit, on peut dormir sur ses deux oreilles parce qu'il n'y a pas un client qui va se retrouver enfermé dans le couloir. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce nouvel outil. L'équipe se développe petit à petit. J'ai des gens, justement, des fidèles d'Angleterre qui m'ont rejoint. Donc on n'arrive pas à 2, mais on arrive à 7 à l'époque. Donc on gagne énormément de temps aussi grâce à ça. Parce que ce sont des gens qui nous connaissent, qui connaissent aussi ma manière de faire, de travailler. Donc naturellement, en fait, c'est un espèce de prolongement de ce qu'on avait développé en Angleterre. Au bout de 8 mois, on obtient l'étoile. L'étoile, alors c'est vrai qu'on va y revenir, mais peut-être quand même sur votre installation. Vous avez donc 27 ans, 28 ans. Vous êtes accompagné par quelqu'un, parce que reprendre une affaire comme ça, c'est quand même pas rien, quoi. Les temps font que j'avais pas particulièrement d'économie. Le coup qu'on m'avait fait de me faire venir dans le sud et d'un claquement de doigts me dire que finalement je venais pas, malheureusement c'est pas tout à fait légal. Donc j'ai eu le droit, malgré eux, à un petit accompagnement financier. Je les remercie d'ailleurs. J'ai pas le droit de citer leur nom, c'est contractuel. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. On met tout sur le tapis. Et le territoire vous apporte. On a le territoire qui nous accompagne avec un plan d'épargne, un prêt sur l'honneur, ça s'appelle. Oui, un prêt d'honneur. Voilà, prêt d'honneur. Que, Donc on a chacun réussi à débloquer, je crois, 16 000 euros. Donc ça fait aussi une belle somme à avancer. Et puis après, la manière dont on a imaginé le remboursement d'un établissement comme ça, parce que ça a un coût, forcément. On rachète la vaisselle, on rachète le personnel, on rachète le carnet de réservation, les bons cadeaux, le lieu, l'enseigne, etc. Donc c'est un coût. Et ce qu'on a imaginé, c'est avec le résultat net, chaque année, rembourser une partie de l'emprunt qui a été souscrit. Donc c'est une pression économique aussi. On a une obligation de résultat parce que si on remplit pas, on rembourse pas. Et puis c'est aussi simple que ça, quoi. Et puis quand on rembourse pas, c'est la fin de l'aventure. Donc on rachète dans ce contexte-là. Ça se fait naturellement, ça se fait bien. On est bien accompagné des banques. La chance qu'on a, c'est qu'on a tous les deux de très solides CV, donc c'est rassurant malgré l'âge qu'on avait à l'époque. On est aussi accompagné par la famille Mutel qui nous facilite grandement les choses, donc ça on en sera éternellement reconnaissant. On a hérité d'un outil qui était prêt à l'emploi, qui avait une belle réputation,
On a racheté, il y avait 25 salariés. Rien qu'à Nancy, le mois dernier, on a fait 52 ou 53 fiches de paye. Donc on s'est un petit peu développé de différentes manières. En 2022, avant de partir sur autre chose, on a aussi eu le prix de l'accueil et du service, donc qui est venu récompenser la salle. Donc c'est toujours le guide Michelin. Et c'est une première au monde, ça on aime bien le dire pour se faire un peu mousser des fois, mais une première étoile et le prix de l'accueil et du service la même année. Généralement, le prix de l'accueil et du service, c'est pour les 2 et les 3 étoiles. Donc ça nous a vraiment conforté dans ce sentiment-là, qu'on avait pris la bonne direction. Parce que justement, vous reprenez donc la maison dans le parc, 8 mois après, vous obtenez l'étoile. Voilà. Comment vous avez fait ça? En travaillant, encore une fois, moi je mets toujours la valeur travail au-dessus de beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup d'humilité. On essaie de s'accompagner de gens qui partagent nos valeurs. On bosse, oui, c'est ce que je leur dis. Des fois, les gars sont fatigués, oui, je peux comprendre, on est tous fatigués. Mais on en est là aussi parce que moi, j'ouvre la cuisine à 6 heures. À 6 heures, je lance les sauces. Les gars, quand ils arrivent à 8h30 ou à 9h, la sauce, elle est déjà moitié finie. Les pigeons sont déjà faits. La cuisine est toujours aussi nickel parce que comme je suis tout seul, j'en profite pour travailler proprement. Ce qui n'est pas toujours facile quand on est 50 à se partager un espace. Mais c'est le fruit du travail. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je bosse. Voilà. Et en tout cas, très rapidement, vous ouvrez donc d'autres établissements. L'année 2022 est très riche. J'ai aussi le prix Grand de demain du Goemio, prix cuisinier de la mer du Goemio. On a encore 2-3 autres distinctions sur notre cave aussi, notamment qu'on avait énormément renouvelée. On a la cave qui se place parmi le top 100 des meilleures caves de restaurants en France. On a plein de choses comme ça très valorisantes pour nous, qui nous donnent confiance. Donc on a une nouvelle clientèle aussi qui se dessine, c'est-à-dire que il y a un rajeunissement un petit peu aussi de la clientèle, du fait qu'on soit jeune. Le service. Les jeunes peuvent aller manger dans des restaurants étoilés. Oui, ils peuvent. C'est sûr, c'est pas le ticket moyen, il est relativement élevé, mais encore une fois, c'est pas une cantine, quoi. C'est un lieu où on vient pour célébrer. Mais vous avez des jeunes, en tout cas, qui. Oui, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. La moyenne d'âge, je ne saurais pas dire ce qu'elle est, mais je pense qu'on est entre 40 et 45 ans, quoi. Et donc on a développé tout ça. En 2023, on lance un food truck en janvier. Donc food truck qui se fait un peu la prolongation, c'est un peu une démocratisation de ce qu'on a imaginé à la maison dans le parc. Et moi, je garde toujours à l'esprit le confinement dont on sort, qui a quand même fait quelques dégâts. Et j'ai vu tous ceux qui avaient des food trucks à l'époque qui s'en sont plutôt bien sortis. Et je me dis, on en sort tout juste. Ça fait 1 an et demi qu'on est sorti du Covid. Je me dis, on a toujours cette option-là. Ça va nous ouvrir de nouveaux marchés, ce qui est le cas. C'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de zones, des zones commerciales. On est au pied des entreprises. On est à Leroy Merlin, Decathlon. On est à Brabois, à la clinique. On est à la Poste. On bouge beaucoup devant Leclerc. On fait de l'événementiel pour les privés, les mariages, les baptêmes, les bar mitzvahs, tout ce qu'on veut, les anniversaires. On fait les salons de la bière, salon du cheval. Donc c'est tout un nouveau domaine. On est plus proche presque du traiteur dans certains cas de figure. Et puis ça illustre aussi un petit peu à quel point on ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que au début on se faisait accrocher avec une violence sur le food truck. Ah ouais, c'est ça, des frites de restaurant étoilés, etc. Je dis non, c'est pas des frites de restaurant étoilés, c'est des frites de food truck. Puis les gens avaient peut-être du mal parfois à dissocier un peu forcément l'image du restaurant, elle ne peut que servir de manière bénéfique le food truck, c'est certain, parce que ça reste c'est le petit frère à roulettes de la maison dans le parc. Mais au début on nous faisait des réflexions mais complètement lunaires. Et maintenant on a trouvé notre rythme, on a trouvé notre clientèle. On a un chiffre d'affaires qui est constant, on a beaucoup d'événementiels. D'une année à l'autre, on arrive à accumuler un nouveau calendrier événementiel. Donc on garde un événement de l'année N-1, et puis on en a un nouveau, et puis ainsi de suite. Et peut-être qu'un jour, on fera que de l'événementiel. Et vous aviez aussi lancé ce food truck parce que vous êtes passé sur un service sur 4 jours, c'est ça? Alors, il y avait aussi derrière la création du food truck, on en discutait tout à l'heure, il y avait un enjeu économique. C'est-à-dire qu'on a décidé, nous, en 2023, de passer à 3 jours de fermeture. Ça répond à beaucoup de problématiques, le contrôle des heures, ça répond à la gestion de la fatigue. On sait que c'est difficile de recruter parfois pour les restaurants. Fidéliser, on a très peu de turnover, ce qui n'est pas toujours une bonne chose d'ailleurs.
parce que Pourquoi des fois l'entreprise elle évolue plus vite que les salariés qui la composent. Donc on se retrouve des fois avec des gens à des postes qu'ils jugent confortables, mais il manque aussi. Enfin, l'entreprise est tellement en mouvement perpétuel que si les gens n'ont pas envie d'embrasser et de suivre ce mouvement-là, des fois ils peuvent être un peu en décalage avec nos aspirations. Là, je vois par exemple, il y a toujours une semaine ou deux dans l'année qu'on appelle la semaine de la Muerte. On a eu ça là il y a quelques jours. C'est une semaine où on a un événement tous les jours. Pour faire un événement tous les jours, il faut être accroché, parce qu'en plus de ça, il y a le restaurant qui tourne, il y a le restaurant, il y a le food truck. Là, la semaine dernière, on a fait 2 dîners sur scène à l'Opéra. Là, je pars à Reims pour du consulting, donc il faut tout préparer ici. Oui, voilà, donc il y a beaucoup d'événementiels aussi. Il y a beaucoup d'événementiels. C'est une volonté qui m'est propre aussi, parce que j'ai toujours eu la sensation que le mouvement entraîne la création. Et en allant chercher et en forçant cette dynamique-là, on a toujours quelque chose à en tirer, une bride de sensations, un nouveau produit qu'on va découvrir par hasard, une rencontre, etc. Et tous ces mouvements-là font que la Maison dans le Parc est un lieu de vie constamment sur le devant de la scène, entre guillemets, parce qu'on est toujours à l'affût de proposer à nos clients aussi de nouvelles choses. Donc on a le restaurant étoilé, on a le food truck, et depuis le 5 juin dernier, on a aussi 2 restaurants au centre Pompidou-Metz. Peut-être que vous pourriez... Le food truck, pour terminer avec ça, sa mission, c'était, en une semaine d'activité de food truck, pallier au manque à gagner du service du dimanche midi, qui en plus stratégiquement était le pire service à fermer, parce que c'était notre plus gros service de l'année. Il ne souffrait d'aucune saisonnalité, c'est-à-dire que été-hiver, on faisait toujours le même chiffre. On était toujours plein à craquer, on faisait toujours 62 ou 64 couverts. Et donc, vous le fermez dans une question de bien-être le dimanche, c'est le dimanche. C'est le jour du Seigneur, quoi. Moi, je suis bien content le dimanche, maintenant que j'ai ma fille qui est à l'école, de passer une journée avec elle. Et puis encore une fois, le samedi soir, c'est toujours des grosses soirées. C'est le jour où on fait le gros nettoyage. On peut traîner un peu, après on boit une bière, et puis la semaine est finie. Il y a toute une symbolique aussi dans ce jour de fermeture. Et on en est très satisfait, parce qu'initialement, quand j'ai eu cette idée-là, on est ouvert 48 semaines dans l'année. J'ai fait le chiffre d'affaires du dimanche x 48. Quand on voit ça, on se dit... Et quand on prend l'année N+1 et qu'on regarde un petit peu les chiffres, on a fait une meilleure année, alors qu'on était fermé 48 services de plus. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que des fois on a des appréhensions et on regarde par le mauvais biais, et en fait c'était un choix qu'on regrette pas du tout. Et moi maintenant, quand on bosse des fois 5 jours par semaine, je dis putain, cette semaine on va bosser 5 jours, quoi. Et donc ça c'est pas toujours facile, et pour les jeunes aussi, parce qu'on a utilisé du coup ce dimanche-là comme un moyen de développer aussi un peu notre événementiel, c'est-à-dire que 8 dimanches dans l'année, on ouvre pour faire un service un peu exceptionnel. Et on fait par exemple à ces occasions-là nos déjeuners à 4 mains, où on invite un autre chef étoilé. On va faire le dimanche de Pâques, la fête des mères, la fête des pères. On est déjà à 3, on rajoute là-dessus un jour férié, et puis ça nous fait 4 mains dans l'année. Ça c'est super. Et puis ce jour-là, du coup, comme il est acquis, c'est pas une concession que fait l'équipe, ce jour-là, cette demi-journée, elle est récupérée dans la semaine qui précède. Ils vont par exemple pas travailler le mercredi ou le jeudi. Voilà. Et pour le centre Pompidou, ça s'est fait de manière très spontanée, très rapide, c'est-à-dire qu'en 8 mois, on venait me voir, et 8 mois plus tard, on ouvrait. Ça s'est fait très rapidement. Moi, j'étais déjà dans les starting blocks, mais pour un autre projet. Je venais de boucler un business plan pour ouvrir au Japon, qui était déjà traduit en 3 langues, relié, qui avait été remis au maire de Kanazawa en main propre. On était en train de chercher un local, en train de chercher un responsable. Donc à 3 mois près, ça pouvait pas se faire. Et j'ai saisi l'opportunité, parce que forcément c'est plus près. Donc peut-être un peu par facilité, je sais pas, mais le lieu était un lieu plein de challenges, avec un historique riche. Oui, on pourrait dire que c'est un lieu difficile pour un restaurant, ou comment vous... C'est un lieu difficile parce que c'est pas un lieu qui est censé accueillir un restaurant, c'est-à-dire que travailler, avoir un restaurant dans un hôtel, oui, un restaurant dans un centre de loisirs, ailleurs, dans plein de configurations différentes, oui, mais dans un musée, c'est pas inné, donc il y a des problématiques qui se dessinent, qu'il faut utiliser justement, plutôt que les appeler problématiques, comme des atouts. Donc nous, on a essayé de retourner un petit peu la tendance.
On a réussi à résoudre des problèmes d'accessibilité qui avaient été soulevés par d'autres. On a réussi à rendre le lieu voilà, attrayant, attractif. Avec la brasserie par une politique de prix qui fait de nous le restaurant de musée. Oumé, c'est ça, qui veut dire la prune, la Mirabelle. Cette politique de prix a fait de nous le restaurant de musée le moins cher de France, donc ça on en est super fiers. C'est-à-dire que le midi, on n'a aucune entrée à plus de 9 euros. Les plats, ils sont à 14-15 euros avec garniture. Donc voilà, c'est-à-dire que pour 25 euros, on a mangé copieusement. Donc ça, on est content. Et ça se fait encore une fois, c'est la prolongation de... tout le développement, il se fait de manière rhizomatique, il part de la maison dans le parc. Et c'est les racines de la maison dans le parc qui viennent nourrir les autres projets. Sans la maison dans le parc, rien n'est faisable. Rien n'est faisable parce qu'il y a un effet de synergie, autant dans la force de travail que dans les ressources autres. Les fournisseurs, il y a beaucoup de livraisons qu'on fait livrer à Nancy par facilité et qu'on dispatche ailleurs. Donc voilà, il y a plein de choses qui seraient impossibles sur la maison dans le parc. Et cet ADN, il transpire et ruisselle en tout cas dans les autres projets. Donc dans Oumé, la veine gastronomique, même si c'est une brasserie, on peut parler de gastronomie. Parce que pour moi, la gastronomie, c'est de la cuisine faite avec amour, faite avec rigueur. Donc c'est ce qu'on fait, que ce soit des frites ou que ce soit du homard. Et on espère que ça transpire dans la brasserie parce que déjà d'une, c'est la même équipe qui cuisine pour la brasserie Oumé que pour le restaurant gastronomique Yozora le soir. C'est la même équipe. La seule différence, c'est que le midi, ils ont un t-shirt avec écrit Oumé et une petite prune devant. Et le soir, ils mettent un kimono vert. Et ça, encore une fois, c'est symbolique. C'est-à-dire, on change d'uniforme. Et là, il y a un switch à faire. Ils prennent leur pause, ils reviennent avec un autre uniforme. Donc ça, on l'espère, ça va créer une génération de cuisiniers extrêmement polyvalents, presque un peu schizo, parce qu'ils arrivent, ils font là leurs œufs maillots, ça court dans tous les sens, ils mettent un gant, ils prennent la salade, ils mettent comme ça. Et puis le soir, on a les pinces, on a le petit truc. C'est 2 menus qui sont dédiés, donc les gens, à l'avance, on sait déjà s'il y a 24 couverts, on sait qu'on va dresser 24 langoustines, donc on a le temps de faire nos petites langoustines avec beaucoup de précision, etc. Vous parlez là du côté schizo, mais vous-même, comment vous faites pour être finalement dans 4 endroits assez différents, sur des cuisines assez différentes, en même temps presque? Vous allez un peu tous les jours partout, comment? C'est ça, je vais tous les jours partout. Au début, je m'étais dit tous les jeudis, tous les samedis, je serai à Metz, mais déjà de faire ça psychologiquement pour les équipes, c'est-à-dire que je suis attendu le jeudi, je suis attendu le samedi. Donc la cuisine, elle va être un peu plus propre le jeudi matin et un peu plus propre le samedi matin. Donc maintenant, je suis un peu plus l'invité mystère. C'est-à-dire que je pousse la porte et voilà, c'est moi. Et ça a aussi une valeur, c'est-à-dire que les gars, ils savent que je peux être là à n'importe quel moment, mais pas pour leur faire à l'enfer, mais pour les aider. C'est-à-dire que s'il y a besoin de moi à Nancy toute une journée, je suis à Nancy toute la journée. S'il y a beaucoup de travail à Metz, je suis à Metz. S'il y a besoin de moi 2 jours, je prends un Airbnb et je suis là 2 jours. Et j'arrive à 6 heures quand même le matin et avec Antoine qui est mon chef là-bas, on travaille, on avance et on produit. Et au niveau du management, en plus si c'est les mêmes équipes, à Yozora et à Oumé, j'imagine que c'est pas les mêmes techniques en revanche de management. La cuisine reste dans la même veine, on va dire. Après, on s'est vraiment efforcé de ne pas proposer les mêmes choses à Nancy et à Metz. Ce sont 2 univers complètement différents. Déjà, le lieu et l'écosystème est différent. À Metz, il y a des sonorités japonaises quand même. Il y en a aussi un peu à Nancy. On a poussé un peu le curseur à Metz parce que ça avait du sens. Déjà, le lieu a été créé par un architecte japonais. On a choisi un nom japonais. Il y a beaucoup de petits clins d'œil à la culture nippone. Et toutes ces choses-là font qu'on a réussi à créer quelque chose de singulier. Mais ce que je voulais surtout pas, déjà quelque chose que je m'efforce de faire, c'est de ne pas proposer les mêmes protéines dans l'un et dans l'autre. Et ça demande une gymnastique cérébrale intense qui se fait à mes dépens parce que comme je suis à l'origine de toutes les créations, c'est aussi à moi de... Il faut que j'arrive, et on parlait de sport tout à l'heure, il faut un exutoire, et mon exutoire c'est le sport. C'est-à-dire pour reset et pour revenir avec une page blanche, il faut que je me cogne un peu au sport. Après voilà, comment je me partage, de manière très simple, je prends ma voiture, c'est à 40 minutes, puis voilà, il n'y a aucune difficulté. Et ce serait une erreur de penser que de se rendre indispensable à son restaurant, c'est une bonne chose, parce que déjà ça montre un défaut dans la transmission et dans la formation. Je veux dire, moi le savoir, je le partage avec énormément de plaisir et de transparence. Les recettes, elles sont dans des cahiers, elles circulent en cuisine. La majorité des gars les ont tous en photo sur leur téléphone. Voilà, c'est aussi une forme de paiement, de remerciement. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants, il n'y avait pas la moindre recette. Il n'y avait pas la moindre recette, on repartait, on n'avait rien.
On n'avait rien si on n'avait rien noté, si on n'avait pas fait un peu la fouine, si le dernier jour on n'avait pas pris, ça c'est pour l'avoir fait que je le dis. On prend en douce le classeur dans le bureau du chef, on va dans les toilettes et puis on photographie toutes les recettes. Donc moi j'ai une centaine de photos avec le haut de mes cuisses et le cahier, parce que c'était comme ça. Il y a des gens qui partagent pas. Moi je note tout, ça c'est un de mes traits de personnalité aussi. Je note tout, toutes les recettes à un moment. Alors il y en a qui aiment bien dire oui, la cuisine c'est plus que des recettes. Je suis tout à fait d'accord, parce que le produit évolue, la sensibilité des uns et des autres évolue. Donc ça, oui, mais c'est aussi des recettes. C'est-à-dire que la recette, c'est la trame, c'est le moteur. Moi, de rédiger toutes les recettes, ça me permet aussi de pouvoir laisser mon équipe et mes gars travailler en autonomie. Je dis, bah tiens, tu as la recette. Si tu as des difficultés, on en discute, mais tu sais faire. C'est la même chose, sauf que la dernière fois, c'était de la pomme, et qu'à la place de mettre du sucre, tu mets du sel. Voilà. En tout cas, le 31 mars 2025, la cérémonie du guide Michelin se déroulera à Metz. C'est une belle opportunité pour la ville. Est-ce que Yozora vise l'étoile ? Alors nous, on vise rien. Le maire de Metz, François Grosdidier, aimerait aussi un étoilé à Metz. J'imagine qu'il y a toute une... C'est bien. Politiquement aussi, ça compte. Enfin, d'ailleurs, je remercie fortement aussi, je parlais de la famille Mutel qui nous avait accompagnés à Nancy, mais la ville de Metz et le centre Pompidou ont aussi été extrêmement facilitateurs de notre installation. Et sans cette concorde, je ne pense pas qu'on serait arrivé à aller bien loin. Mais nous, on n'aura aucunement la prétention de dire que ça mérite ou qu'on vise l'étoile. Nous, ce qu'on vise, c'est une clientèle satisfaite, un lieu d'exception. On choisit les meilleurs produits à Yozora. On a des produits incroyables. On a du bœuf wagyu qui est incroyable. On a de la ventrèche de thon qui sont des produits uniques. On travaille avec une maraîchère locale aussi qui est exceptionnelle, qui nous accompagne. Voilà, on a plein de petits producteurs. Ce sont des producteurs différents de Nancy. Et c'est là où justement on arrive à créer autre chose. Si un jour on a l'étoile, on l'acceptera avec autant de joie et d'humilité qu'on l'a fait à Nancy. C'est vrai que c'est un monde qui fascine un petit peu. Il y a 639 étoilés en France, on peut le rappeler. Dans le Grand Est, il y a 3 étoiles, qui est l'assiette champenoise à Reims. Il y a 2 étoiles et 40 restaurants étoilés, 1 étoile. C'est quand même un enjeu d'attractivité aussi. Je ne sais pas, à Nancy, est-ce que vous avez vu une différence ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Nancy pour aller manger dans votre établissement ? Alors dans le mien, je sais pas, mais c'est certain que le guide Michelin, c'est un curseur international. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de concurrent avec le guide Michelin. Vous voyez, moi, j'ai la chance, grâce à mon métier, de pouvoir voyager. Quand je voyage dans un pays et que j'ai envie de me faire plaisir, je fais un restaurant étoilé parce que ça me permet de voir d'autres choses. On parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est aussi un gage de qualité parce que les gens qui s'engagent, il y a des codes communs, même si les marqueurs sont différents d'un pays à l'autre, mais il y a des codes communs. On sait qu'on va être bien reçu, qu'on va être bien servi, qu'on va bien manger, que ça va être bien cuit, bien assaisonné. Et puis voilà, après, c'est pas parce qu'on a l'étoile... je vais tourner ça différemment. C'est pas parce qu'on n'a pas l'étoile qu'on est un mauvais cuisinier. Voilà, il y a des gens qui cuisinent très bien, qui sont pas forcément dans les codes. Il y a des codes pour le guide Michelin qui répondent pas forcément aux attentes ou aux codes du guide. Et c'est pas pour autant qu'il faut se morfondre. Il faut pas en faire la quête d'une vie. Les gens qui n'ont pas l'étoile. Moi, si j'avais pas eu l'étoile, j'aurais continué à faire la même chose. Ça aurait peut-être changé un peu la fréquentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 1 étoile, d'avoir 2 étoiles ou 3 étoiles ? Comment c'est déterminé ? C'est déterminé je pense qu'à partir de la 2e étoile, rentre énormément en considération le lieu et l'expérience. L'expérience, ça se fait dès lors qu'on descend de sa voiture jusqu'à ce qu'on reparte. Et c'est là où les 2 et 3 étoiles sont souvent situées dans des lieux d'exception. Il y a la cuisine, bien sûr. La cuisine d'un 2 étoiles, je pense qu'elle est souvent... Après, ça, c'est mon analyse. Encore une fois, je suis pas un grand... Mais la cuisine d'un 2 étoiles, je la trouve souvent plus audacieuse qu'un 3 étoiles. Parce que quand on atteint 3 étoiles, généralement, on prend un petit peu moins de risques. Il faut une cuisine qui soit d'une très, très grande finesse, d'une très grande qualité. Ça, pour l'avoir... pratiquer, je sais de quoi je parle. C'est une cuisine qui est très précise, voilà, il n'y a rien qui dépasse, tout doit être immaculé, tout doit être parfait. C'est la perfection, 3 étoiles, la recherche de la perfection en tout cas. Et il faut que ce soit un peu plus consensuel dans un sens qui n'est pas péjoratif, mais alors que dans un 2 étoiles, les gars ont tout à gagner s'ils partent dans des trucs complètement dingues. C'est ça qui va les faire
remarqué par le guide Michelin et qui va peut-être leur permettre d'accéder à la 3e étoile. Et puis si c'est trop fou, si c'est plus haut niveau, ils retombent à une étoile qui est toujours violent, mais ils sont quand même toujours dans le club, quoi. Mhm. Hein, ce qui est plus violent, c'est de partir de 1 à 1 à 1 à 0, je pense. Oui, parce que c'est un milieu difficile, hein. Il y a aussi des dépressions chez les étoilés, ça existe. Il y a une pression forte quand même autour il y a des dépressions chez les partout, opérateurs téléphoniques aussi. Hein. Les gens dépriment parce qu'ils n'ont pas envie d'être là ou parce qu'ils ne puissent pas l'essence même de ce que ça peut apporter. Moi, je le fais, la cuisine, parce que j'aime partager. C'est la générosité, c'est le partage, moi, qui me plaît. L'acte de cuisiner aussi, je pense même, et des fois c'est un peu paradoxal, mais je pense même que je mets l'acte de cuisiner avant justement ce moment de partage avec les clients. J'aime cuisiner, j'aime ce que je ressens quand je fais une belle cuisson, quand je désosse un poulet, quand je filette un poisson. Ça, c'est des gestes que j'associe à de l'orfèvrerie, à beaucoup de gestes qui sont presque même chirurgicaux sur certaines préparations, où on peut toujours améliorer. Et le cheminement m'importe autant que le résultat. Et quand les gens disent c'est le résultat qui compte, ça c'est un truc qui m'exaspère. Parce que justement, et ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, de rigueur, de discipline, si on soigne le cheminement, si on soigne l'apprentissage et la manière dont on arrive au résultat, on développe des automatismes. Ce sont des choses après auxquelles on pensera même plus, on les fera par instinct, par nature. Et c'est ce vers quoi on essaie de tendre, en tout cas dans les restaurants du groupe. Le groupe, c'est pas un mot qui est très joli, mais... Combien de collaborateurs au total dans le groupe d'ailleurs 70, je crois. 70. Quelque chose comme ça. Et avec aussi une forte responsabilité, RSE, hein, une politique RSE. Je sais que vous n'adorez pas ce mot, mais bon, vous faites quand même des actions pour. Est-ce que RSE, c'est un mot moi qui me fait sourire. C'est un mot qui est purement marketing, mais tant mieux. C'est un marketing vertueux, j'imagine. Alors nous, on s'engage, auprès des acteurs locaux, éco-responsables. Je trouve ça pas trop mal, voilà. Encore une fois, je suis pas moi un ayatollah du compost, mais j'essaie de voir où est-ce qu'on peut faire mieux. Et il y a un bouquin qui est pas mal qui s'appelle Atomic Habits, où en fait on va essayer d'aller chercher ce petit pourcentage au quotidien, ce petit pourcentage d'amélioration dans ce qu'on fait, et ce cumul de pourcentage de 1% glané par ici, par là. Si on le fait tous les jours, on est à 365% d'amélioration. Donc j'essaie un peu de réfléchir comme ça. Et notre engagement environnemental, on va dire, il passe par beaucoup de choses. Déjà, on a mis en place un compost, ce qui est un exploit en centre-ville. Ça n'a pas été simple, il nous a fallu 1 an pour avoir les bacs. Personne n'y est pour rien, mais bon, voilà, maintenant on a nos bacs, on est content. On fait de la soupe à raison de 2 fois par semaine pour les Restos du Cœur. On a mis ça en place à Nancy en 2020 pendant le confinement, et on le fait maintenant aussi à Metz. Et chaque année, on produit 2,5 tonnes à peu près de soupe pour les Restos du Cœur. On les met, l'idée c'était bien sûr de ne pas générer de nouveaux déchets avec ça. Donc l'idée c'est valoriser nos excédents de nourriture qui sont encore sains. C'est pas on prend pas les restes d'assiette et puis on met pas ça dans la soupe. C'est qu'est-ce qu'on fait des excédents de pain, qu'est-ce qu'on fait dans la gastronomie comme on la pratique. On va prendre une carotte par exemple, on va l'éplucher. Qu'est-ce qu'on fait des épluchures? On va faire de la poudre de carotte. Cette poudre de carotte, si on la réhydrate, ça peut potentiellement, avec une pomme de terre ou deux, faire une soupe de carotte. Donc on a réimaginé, on a réinventé la soupe lyophilisée en quelque sorte. S'il nous reste de la semoule après un couscous, on met la semoule dedans. La semoule, une fois qu'elle est mixée, c'est un épaississant qui est incroyable. On met avec un poireau et puis ça fait une soupe de poireau. Donc on a réussi à déjà résoudre la question de la matière, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette soupe. Et le deuxième, c'est le contenant, comment ne pas générer de déchets. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était de récupérer les bouteilles d'Evian et de San Pellegrino qui habituellement sont consignées de nos clients. À table, par exemple, vous prenez une bouteille de Sampé, on la récupère, on la désinfecte, et ensuite cette soupe, on va la mettre dans les bouteilles. On a une machine pour étiqueter avec la DLC, et tous les mardis et tous les vendredis, les Restos du Cœur viennent chercher la soupe, et elle est consommée le jour même, quoi. Au début, ils nous demandaient ce qu'il y avait dans la soupe, plein de choses. Ouais. C'est une soupe avec plein de légumes, avec des céréales, avec du pain, comme on faisait à l'ancienne autrefois, quoi. Donc c'est un peu ce bon sens paysan, je pense que on a activé ici pour mettre ça en œuvre, et ça, on en est super fiers. Pendant le confinement, la question c'était on voulait toujours le faire, donc on a demandé à Métro, à d'autres qui nous ont fait de magnifiques donations de légumes.
Et comment conditionner ça? On n'a plus de bouteilles. Donc on a 2-3 personnes qui demandaient aux écoles, est-ce que les parents, vous pouvez ramener les pots de compote, les bouteilles, voilà. Donc on s'est retrouvé à faire de la soupe dans des bouteilles de 2 litres de vodka ou 1 litre de martini. Les gens les prenaient quand même. Bon, il fallait bien les laver parce que c'est costaud à désinfecter, mais voilà, ça marchait. Les gens au début moi j'aime bien voir, je suis un grand optimiste, un peu habité par le spleen, mais je suis quand même un grand optimiste. J'aimais bien voir jusqu'où on pouvait aller, et puis au début c'était l'été les gens il faudra faire des gazpacho, des soupes froides de concombre. Non, parce que les gens quand ils ont faim l'été ils mangent aussi de la soupe, donc on n'a rien changé. Oui, il y avait des tomates parce qu'il y avait des excédents de tomates des producteurs qui des fois nous étaient offerts, et donc on était super contents de faire ça. Et en plus, alors ça on communique pas dessus parce que encore une fois c'est l'intention moi qui m'importe, mais c'est défiscalisé, ça on l'a découvert la dernière année. Ça passe en donation, on a des réductions d'impôts, tant mieux, c'est-à-dire que l'État soutient aussi ce genre de démarche. Donc nous on n'a qu'une envie, c'est que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. C'est sûr, ça prend un peu de temps, c'est à peu près 3 à 4 heures par semaine, donc nous il y a quelqu'un qui est payé 4 heures par semaine pour faire la soupe. C'est pas grave. C'est un de nos plongeurs, quand il a un peu de temps, il se désinfecte, il change, et puis il mixe la soupe, on a un entonnoir, et puis il met la soupe en bouteille, puis voilà. Vous avez parlé de bon sens paysan, et puis vous travaillez aussi avec beaucoup de producteurs locaux. Comment est-ce que vous percevez la grogne des agriculteurs en ce moment? C'est forcément, ça fait l'agriculture locale et au sens large, c'est dans notre écosystème à nous, de restaurateurs, de cuisiniers. Donc ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe, ça a toujours des incidences multiples. Une qui est peut-être un peu plus légère, c'est que comme on est en face de la préfecture, quand il y a du purin ou de la paille qui est balancée sur les murs de la préf, potentiellement ça peut rebondir sur ma façade. Mais à part ça, non, on est extrêmement solidaire avec tout ça parce que c'est des enjeux extrêmement importants. Moi j'ai grandi en Sologne, pas très loin de la Beauce. La Beauce c'est le grenier de la France, l'agriculture je sais ce que c'est. Je voyais mon voisin qui labourait encore avec son cheval. Donc voilà, je connais le monde paysan sans y avoir baigné. J'ai pas grandi dans une ferme, mais j'ai grandi à la campagne, donc je sais les enjeux économiques qu'il y a derrière tout ça. Il y a aussi des humains et des gens derrière tout ça. Donc nous, on essaie de travailler avec les producteurs locaux. Des fois, ça marche pas toujours parce que on n'a pas les mêmes problématiques, parce qu'on a un débit, un volume qui est quand même assez élevé. Il y a des exemples concrets. On a un éleveur d'agneaux, par exemple, qui tue un agneau par semaine. On lui a pris un agneau, puis après, il faut encore qu'on en trouve 39 autres pour finir la semaine. Donc, c'est des démarches qui sont longues parce que le soir, quand on prend les commandes, on envoie un message à un tel qui va nous faire un agneau. Peut-être, j'aurai peut-être un agneau. Si tu as un agneau, tu nous l'amènes et puis on verra bien. Et puis, un tel qui peut, lui, en avoir à Rungis une vingtaine et puis une dizaine ailleurs. Pour les maraîchers, c'est pareil, c'est pas toujours simple. Des fois, on n'arrive pas à se comprendre ou alors on ne partage pas la même vision du partenariat, et ça, il n'y a aucun souci. Je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Faut pas développer de rancœur, faut pas se prendre la tête. C'est pas évident si c'est un réseau de producteurs de confiance, mais quand ça marche, généralement, ça marche très bien et ça marche pour de vrai. C'est des rapports qui sont francs. On a ça avec notre pisciculteur dans les Vosges, qui était un peu un ours sauvage, qu'on a réussi à dompter. Et au bout d'un an, il a commencé à s'ouvrir à de nouveaux horizons parce que l'échange il est réciproque, c'est-à-dire que nous aussi potentiellement on peut lui apporter quelque chose. Et on lui a enseigné une technique d'abattage qui s'appelle l'ikejime, qui est une technique japonaise que j'ai eu la chance d'apprendre moi au Japon. Et en fait maintenant il abat ses poissons différemment. Il a formé ses ouvriers pour le faire et donc il nous fait ce poisson qui est abattu un peu plus rapidement, donc c'est un peu plus éthique. Et ça permet aussi de développer d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut faire maturer le poisson, ce qui n'est pas le cas avec un poisson pêché à la ligne ou au filet. Et donc ça ouvre un champ gastronomique nouveau et exclusif parce qu'on est les seuls à faire ça dans la région. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Charles Coulombeau pour la qualité des échanges. Quant à moi, je remercie la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et l'Ordre régional des experts comptables qui rendent cette émission possible. Je remercie aussi les équipes de Y-Vision et je vous dis au mois prochain.